Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, mais encore une fois, je ne suis pas seul et je dirais même nous ne sommes pas seuls, puisque dans un premier temps, j'ai mon cher ami Grégory. Salut Greg. Salut Hermano, comment vas-tu ? Écoute, très bien. Je crois qu'on avait dit qu'on le préciserait. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre, donc à la veille du week-end de Pâques, et on se prépare à enregistrer un très bel épisode, mais en tout cas, moi je suis vraiment... Ah, le son n'a pas l'air d'être très bon. Si, le son est très bon, mais par contre, je ne savais pas que Pâques, c'était en novembre. J'ai dit novembre ? Oui. Ok, super. Donc nous sommes le 9 avril, à la veille d'un joli week-end de Pâques, et on vous a mitonné un très bel épisode où nous recevons des invités. Mesdames, je vous laisse vous présenter peut-être. Allez, je vais donner la parole à celle qui est en haut, à droite de mon écran, Elisa. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Elisa, je vais faire cette petite interview avec vous et je suis avec Apolline, ma collègue. On a ouvert VO2 Sport en fait il y a bientôt 4 ans et puis on est là pour parler de la reprise de sport après confinement parce que ça vient un petit peu long ce confinement. Effectivement. Bonsoir Apolline, bienvenue dans le podcast de Nakan. Merci, bonsoir. Donc comme tu l'as dit Elisa, au programme ce soir on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on va organiser notre reprise d'activité post-confinement. Déjà, je pense qu'on va peut-être planter le décor. Je l'ai dit, on est le 9 avril et pas le 9 novembre. Sinon ça ferait long quand même comme confinement, mais bon, c'est jamais. Il y a des chances que ça dure encore quelques semaines, donc quand cet épisode vous arrivera dans les oreilles, il est fort possible que l'on soit encore tous et toutes en confinement. Malgré tout, est-ce qu'on peut dresser différents profils d'athlètes pendant ce confinement en fait ? Clairement, avant de parler, je pense, de reprise du sport après le confinement, il faut déjà déterminer un peu de où on part. Parce que le discours ne va pas être le même pour la reprise du sport pour tout le monde, car il y en a qui sont restés actifs, d'autres moins. Aussi par les lois des pays, par exemple en France, on n'a pas forcément le droit de sortir, alors qu'en Suisse, on a le droit de faire de la course à pied ou du vélo. Donc ça dépend un peu les profils des personnes. Ouais, ça dépend de où on part, déjà déterminer de qu'est-ce qu'on fait actuellement. Je ne sais pas si Elisa, tu veux parler des 3 catégories alors de personnes qu'on pourrait déterminer. Oui, alors la première catégorie, c'est ceux qui ont décidé de rien faire ou un petit peu de gainage, qui restent à la maison et qui ne sortent pas trop, qui ne marchent pas, qui ne courent pas, qui ne font vraiment rien ou voire un petit peu de gainage. Ensuite, on a une deuxième personne qui ont décidé de ne pas sortir, que ce soit en course à pied, en vélo, pour éviter toute blessure ou de prendre un lit. On sait avec les urgences on en a déjà parlé pas mal de fois, mais il y en a qui ont décidé de sortir le home trainer, de rester dedans et de continuer à faire du sport à l'intérieur en diminuant le plus possible le risque. Dans ce cas de figure, on a aussi des personnes qui préfèrent juste faire du maintien, juste rouler un petit peu, tourner les jambes, courir un peu sur le tapis sans vraiment faire d'intensité. Et on a le deuxième groupe de personnes qui restent à l'intérieur, mais par contre qui essayent de reproduire un peu ce qu'ils faisaient à l'extérieur en continuant à faire de la base, l'endurance de base ou bien de l'intensité. Mais bien sûr, ils restent dedans. Donc c'est sûr que le volume en termes de charge, il a diminué parce que je pense que les grandes tours en vélo devant son home trainer, c'est rare qu'on va enchaîner des heures et des heures dessus. Il y en a qui trouvent la motivation, pas tout le monde. Mais il faut voir que même si on a essayé de continuer à reproduire son entraînement, il y a quand même souvent une diminution du volume quand on reste à l'intérieur. Et puis, on a le dernier cas de figure avec les personnes qui, eux, ont continué à faire le sport dedans, dehors, surtout en extérieur. Il y en a qui ont décidé de continuer à l'extérieur, mais en faisant plus que du maintien, en évitant toute intensité ou quoi pour justement éviter des accidents ou des blessures. Et puis le groupe là qui ont rien changé entre guillemets à leur entraînement, qui ont décidé de poursuivre leur planification. Et oui, il y a quand même l'aspect de s'ils couraient en groupe, par exemple avec des clubs d'athlétisme ou quoi, il y a quand même ce phénomène de groupe qui n'est plus là, mais sinon il y a quand même ces gens qui ont décidé de poursuivre leur entraînement sans rien changer.
Mais oui, nous, on a encore la chance de pouvoir sortir à peu près librement. Donc, effectivement, on ne se retrouve pas avec d'autres coureurs, mais tout seul, on peut continuer à sortir courir. Et ça, c'est un avantage non négligeable dans la préparation qu'on peut continuer. Alors, préparation, entendons-nous bien, hein, parce que quand je vois le nombre de mails que je reçois chaque semaine pour des annulations de compétition et les dernières que j'ai reçues, comme tu le disais, hein, on enregistre cet épisode le 9 avril et maintenant j'ai reçu des mails d'annulation de compétitions qui ont lieu au mois d'août. Donc on se dit que la saison va quand même sérieusement être amputée, sinon complètement annulée, quoi. Donc voilà, c'est juste histoire de se maintenir en forme en fait qu'on continue à faire du sport maintenant. Mais on parle pas forcément dans cet épisode de ce qu'on fait actuellement, mais un petit peu de quand on va se projeter, quand tout d'un coup on va nous dire bah écoutez, maintenant c'est bon, vous pouvez ressortir faire des activités sportives. Alors ce sera peut-être pas tout de suite avec tout le club d'athlétisme ou avec le club cycliste, mais par contre où on va pouvoir commencer à reprendre une activité sportive entre guillemets normale. Et là j'imagine que vous avez des conseils qui sont un petit peu différents en fonction des différentes populations que vous venez de décrire. Alors, tout à fait. Avant de prendre justement ces différentes populations, catégories de personnes au cas par cas, et puis de dire qu'est-ce que nous on conseillerait pour justement telle population, je pense qu'il convient de parler un peu des conseils de base, enfin de vraiment reprendre la base de l'entraînement, de la reprise en fait progressive. Donc c'est vraiment le principe de progressivité qui a été démontré déjà dans de nombreuses études, et notamment par Tim Gabbett, donc c'est un physiologiste de l'exercice d'Australie et qui est assez connu et qui vient assez régulièrement aussi en Suisse et dans des pays européens faire des séminaires, des conférences. Et donc lui, il parle vraiment de progressivité de la charge. Donc en premier lieu, il faut vraiment savoir comment augmenter en fait la charge d'entraînement pour obtenir en fait une meilleure performance, enfin la meilleure performance possible, et sans se blesser. C'est vraiment ce qu'on va rechercher à la suite du confinement, donc à la reprise de l'activité physique. Donc comment augmenter cette charge? Il faut voir que si on augmente trop vite la charge, il y aura des risques de blessure, et au contraire, si elle est trop faible, il y aura aussi des risques de se blesser. Donc il faut y aller de façon vraiment progressive, et il y a une règle qui est la règle des 10% dans le sport. C'est vraiment une règle très connue, justement développée par Tim Gabbett. Comme conseil, en fait, il ne faudrait pas augmenter de plus de 10% la charge d'entraînement par semaine, car si on augmente plus que 10%, ça a été montré vraiment dans beaucoup d'études, que ce soit en sport collectif ou en sport d'endurance individuelle. Il y a vraiment beaucoup de risques, le risque augmente de blessures plus on augmente les pourcentages de progression en fait, de la charge d'entraînement. Donc ça c'est vraiment pour la théorie, pour le principe de progressivité qu'il faut respecter. Après, clairement, il faut aussi s'intéresser au contexte. Donc, il faut vraiment prendre les choses dans le contexte dans lequel on est, qui est vraiment une période vraiment exceptionnelle. On n'a jamais été dans une période comme celle dans laquelle on est maintenant, cette période de confinement. Et il faut vraiment tenir compte aussi du contexte pour voir de quoi on part et où on veut aller. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on faisait avant le confinement, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement, et qu'est-ce qu'on veut faire en fait après le confinement. Donc il faut prendre en compte différents types de charges, on va dire. On va appeler ça la charge chronique, donc la charge d'entraînement qui est appliquée sur le long terme. Donc la charge chronique de l'athlète, et aussi la charge aiguë qui est la charge la plus récente pour en fait les dernières charges qu'on a faites, les derniers entraînements qu'on a faits. Donc il faut prendre en compte ces deux charges et essayer de jongler un peu avec tout ça. Donc cette augmentation progressive de 10%, on y revient, et c'est une recommandation qui est très bien, mais c'est plus une recommandation qu'une règle, parce qu'il faut aussi prendre d'autres paramètres pour voir si c'est le meilleur principe de progression pour reprendre le sport. Par exemple, clairement, quelqu'un qui prépare en 10 km de course à pied, s'il va commencer de rien du tout et qui veut augmenter de 10% par semaine sa charge d'entraînement, ça va être très très long. Et pour arriver à réussir à courir 10 km, on va prendre à peu près 25, 26 semaines
pour arriver à 10 km à la fin. C'est pas forcément ce qu'on cherche non plus, donc c'est pas forcément la méthode la plus adaptée. Donc il faut vraiment voir toujours le contexte global, voir la charge chronique, aiguë de l'athlète, mais aussi d'autres paramètres comme les réponses que les athlètes peuvent apporter. On parle ici de charge interne. Donc on parle plutôt de qualité du sommeil, le moral, les douleurs, donc des éléments qui sont assez faciles à évaluer. Donc il y a plein d'outils qui permettent d'évaluer tout ça ou de façon assez facile en ayant simplement un questionnaire, un journal d'entraînement. Et puis de voir en fait si l'athlète supporte la charge ou la progression proposée, ou si c'est une augmentation qui est trop ou pas assez forte. Donc c'est vraiment aussi des paramètres qu'il faut tenir compte. Et voilà, donc cette augmentation progressive de 10%, c'est plus comme un guide que comme une règle, une prescription qu'il faudrait prendre vraiment noir sur blanc, car encore une fois, selon le contexte actuel, qui est inédit et qui n'a jamais été étudié en sciences du sport et dans n'importe quel autre domaine, c'est vraiment l'élément clé à prendre en compte. Donc il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? Qu'est-ce qu'on faisait pendant le confinement et qu'est-ce qu'on veut faire après le confinement. Et du coup, maintenant, une fois qu'on a posé un peu ces bases de progressivité, on va donner un peu des conseils. Elisa va poursuivre avec ces 3 catégories de personnes qu'on a un peu décrites avant et proposer justement quels sont les conseils que nous, on ferait si on est dans telle ou telle, ou si on était dans telle ou telle catégorie. Parfait. Alors, si on reprend nos 3 catégories, la première que j'avais citée, c'était justement cette catégorie qui ne fait rien ou quasiment presque rien à la maison pendant le confinement. C'est sûr que y a du désentraînement. Malheureusement, si on sait très bien que si on ne fait plus rien, il y a le désentraînement qui s'installe malheureusement. Donc, là, il faudra vraiment recommencer progressivement le sport. C'est déconseillé le confinement est fini, je vais sortir et puis commencer mes séances de VMA direct derrière. Non, c'est un peu plus progressif que ça. Il faut vraiment recommencer déjà à courir, footing léger, l'endurance de base, réhabituer le corps à courir, même que avant le confinement, on faisait des kills et des kills. C'est pas parce qu'il y a une pause là qu'on peut dire c'était juste une pause, je repars où j'en étais. Et ça, il faut bien bien ça inscrire dans la tête que c'est pas juste pause et on remet play, mais pendant cette pause, malheureusement, on s'est désentraîné, donc il faut repartir sur les bases. Il faut refaire de l'endurance de base avant de vouloir recommencer l'intensité et repartir sur les objectifs prévus. Et puis justement, si on revient sur les objectifs, malheureusement, on est obligé de les revoir à la baisse. On peut pas sortir du confinement puis se dire ah ouais, mon Iron en août, j'y vais, je fonce, c'est pas grave, je reprends. Et non, malheureusement pas. Il faudra revoir les objectifs, les longues distances, peut-être les diminuer parce que c'est sûr que le volume, on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu faire toutes les heures. Donc, à ce moment-là, il faut revoir les objectifs, retrouver une motivation et puis se remettre gentiment malgré le fait qu'on va voir qu'on a perdu, se remettre dedans et puis continuer à s'entraîner pour augmenter nos performances. Après, on a le deuxième cas de figure pour ceux qui sont restés à l'intérieur, qui ne sont pas trop sortis ou qui sont sortis un petit peu. En Suisse, on a la chance qu'on peut encore sortir, mais c'est juste un peu un maintien. C'est aussi eux, ils devront recommencer progressivement. On a tout le problème, pas vraiment un problème, mais l'aspect que on a couru sur un tapis, on a pédalé home trainer, les sensations, les muscles, la musculature utilisée, c'est pas la même chose qu'en extérieur. Donc, c'est sûr que progressivement, il faudra recommencer à recourir dehors, pédaler dehors, ça dépend le sport qu'on fait, mais il faudra réhabituer tous les muscles, tout le corps à recourir dehors. Et puis ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que même qu'on a quand même couru ou roulé un petit peu sur le home trainer, recommencer avec l'endurance de base et pas direct à la sortie, partir sur des séries sur piste, alors qu'on a juste fait quelques petits footings dehors. Donc là, vraiment prendre le temps de se réhabituer aux patterns de course, aux différences, aussi au sol, pour partir sur de l'intensité. Pour les personnes qui ont quand même fait un petit peu d'intensité sur home trainer, tapis ou dehors, là, on peut reprendre un peu plus rapidement l'intensité avec des séances un peu plus dures.
Mais de nouveau, faire attention malgré qu'on savait qu'on faisait tant de secondes pour telle série, et ben se dire oui, il y a quand même eu un désentraînement, c'est normal que j'arrive pas à atteindre mes temps, mais ça va revenir progressivement et puis pas se décourager avec ça. Aussi, ce qu'il faut faire hyper attention, c'est qu'on va pouvoir recommencer à courir avec les gens, etc. Il y aura le phénomène de groupe qui va nous tirer en avant, qui va dire « Ah non, mais on peut je sais que je suivais celui-là, je vais le suivre, etc. » Mais peut-être lui, il a continué à s'entraîner normalement. Nous, on a peut-être fait un petit peu une pause ou moins. Donc, il faudra faire attention de se dire peut-être lui, il n'a rien changé à son entraînement. Il n'a pas eu de désentraînement. Moi, j'ai eu un petit peu un désentraînement. Donc, il faut que, ma foi, que je ralentisse, même que je ne le suis plus. Il faut prendre en compte ça et puis pas se laisser attirer par ce phénomène de groupe et puis arriver à une blessure parce qu'on a voulu trop en faire. Hein. Donc, aussi pour les objectifs là, je dirais qu'ils doivent aussi être revus à la baisse. Le volume, comme on a dit juste avant, il ne sera pas le même sur home trainer que dehors, à moins qu'on ait un mental d'acier et qu'on a réussi à faire des heures et des heures sur son home trainer. Mais voilà, le volume, comme il n'a pas pu être fait, c'est sûr que les longues distances, peut-être qu'il faut un petit peu diminuer, prévoir le trail au lieu de prévoir le 100 kg, peut-être prévoir le 50 ou le 70 ou un petit peu moins et puis revoir les objectifs en fonction de qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut encore faire et quel est le temps qu'on a à disposition jusqu'à la course. Et puis pour terminer, le troisième cas de personnes, ceux qui ont continué à faire du sport intérieur, extérieur, un peu leur routine qu'ils avaient avant le confinement, il y a un peu pas grand-chose qui a changé. Par contre, en termes d'entraînement, de volume, etc., par contre, ce qui est super important pour eux, c'est pas de reprendre leur planif et puis de recommencer leur planif comme ça avait été prévu avant le confinement. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr, les courses de préparation, elles ont été annulées. Les objectifs, peut-être il y avait un objectif début juin. Là, c'est sûr que leur objectif phare début juin, on peut un peu mettre de côté. Si on peut le faire en plus, on verra ça, les courses qui s'annulent, etc. Mais il faut tout reprévoir, la planif de A à Z, avec remettre les objectifs de la saison et puis voir quelles courses on peut faire pour préparer cet objectif. La saison, je pense qu'elle va être un petit peu décalée et puis les objectifs principaux, les premiers objectifs principaux, ils vont être plus tard dans la saison. Donc, refaire une planification qui est hyper importante pour tous ces gens. Et puis, ce phénomène de groupe qu'on met en garde, mais on sait que ça tire un peu les gens de courir ensemble. Mais on arrive vite, oui, ça motive, mais on arrive vite à des blessures qui seraient dommages de se retrouver de nouveau arrêté quelques semaines devant son canapé. Oui, Greg, on fait attention, on ne descend pas les skis, s'il te plaît. C'est pas le moment de te reblesser. Non, c'est bon, ça glisse plus là maintenant sur les trottoirs. Je peux redescendre mes skis sans problème. Non, trêve de plaisanterie. Comme tu le dis, Elisa, on a plusieurs types de sportifs, plusieurs types d'athlètes qui vont avoir observé plus ou moins un arrêt ou une pause pendant cette phase de confinement. Et pour reboucler sur l'épisode de la semaine dernière, c'est peut-être justement le moment aussi d'avancer sur tout ce qui est préparation mentale et de faire le point sur où on en est là actuellement et déjà essayer de visualiser comment est-ce qu'on pourra faire, comment est-ce qu'on pourra organiser notre déconfinement. Alors oui, c'est sûr que le mental dans ce confinement, il a une grande importance. Nous, on a vu avec nos athlètes qu'on suit, il y en a qui, la course, l'objectif a été annulé, ils se sont dit, j'arrête tout. Et puis, un peu le sport, c'est plus mon objectif. Et puis, ils ont mis un peu de côté, peut-être, je ne sais pas, mais ils ont peut-être continué quand même un peu à courir et tout. Mais vraiment, ils ont... en guillemets, eu un gros coup au moral et puis ils ont tout mis de côté. Donc c'est sûr que le mental là-dedans, il est hyper important. Il faut justement revoir ses objectifs à la baisse, ce qui n'est pas toujours facile pour certaines personnes parce qu'on s'est mis un objectif, telle distance, et puis non, malheureusement en 2020, on ne pourra pas la réaliser parce qu'il y a ce confinement. Mais c'est sûr qu'il y a un gros travail qui doit être fait, qui n'est pas
évident des fois de le faire seul, mais de se dire, il y a plus important que le sport dans cette période de confinement. J'ai fait comme j'ai pu durant ces semaines, puis maintenant ça repart, mais pour moi le sport doit rester avant tout un plaisir, et puis s'il y a plus de plaisir parce que le mental suit pas derrière, parce que on n'a pas pu faire tel objectif, parce qu'on a régressé, parce qu'on s'est désentraîné, parce qu'on est moins bon, c'est pas là l'important du sport. On gagne pas notre vie, en tout cas nous les amateurs, on gagne pas notre vie avec ça, donc c'est sûr qu'il faut remettre les choses où elles sont, dans l'ordre, et puis se relancer des objectifs. Et puis c'est pas grave si en 2020 l'objectif c'est une petite distance, ou c'est quelque chose qu'on faisait il y a 5 ans. Ouais, ou une heure de plus sur son Ironman ou ce genre de choses, quoi. Question pratique, quelqu'un qui aujourd'hui pratique, mettons, 1 heure de sport de course à pied par exemple par jour, donc à la fin de la semaine il arrive à 7 heures de volume. Apolline, tu nous disais qu'il ne faudrait pas augmenter de plus de 10% le volume par semaine. C'est-à-dire que si j'essaye de maintenir ma forme pendant le confinement avec 1 heure de course à pied par jour, donc ça fait 7 heures, donc si je prends 10% ça fait à peu près 40 minutes, 45 minutes peut-être, donc il faudrait que je rajoute 45 minutes sur chaque semaine qui suit le déconfinement pour reprendre progressivement cette pratique. Oui. Après, tout dépend encore de ce qu'on faisait avant le confinement, donc de où on partait. Clairement, si on était, sur 10 heures, et puis avec le principe de 10%, après on arrive à 15 heures, etc., voilà, ça va pas non plus. Mais oui, alors sur le principe, il faudrait augmenter vraiment légèrement de façon progressive pour essayer de retourner à son volume horaire habituel, et puis justement pour y retourner, ne pas augmenter plus que 10% de charge d'entraînement par semaine. Donc au niveau du temps, on voit que le calcul il est assez facile, hein. Je prends la quantité de temps que je courais pendant le confinement, puis je rajoute 10%, ça tout le monde peut le faire. Maintenant au niveau de l'intensité, comment est-ce que je vais pouvoir jauger de mon retour à l'intensité, parce que je sais bien que je vais pas ressortir sur la piste au moment où les portes vont s'ouvrir à nouveau, et puis m'envoyer un 20 x 400 mètres à bloc sur la piste. Donc comment est-ce que je peux savoir quelles intensités je peux mettre? Est-ce que d'abord je dois commencer par faire des petits 30-30 mais pas forcément à fond, ou alors est-ce que je dois commencer par faire du 200 mètres à fond mais en faire que 3? Enfin, c'est quoi les conseils que vous donnez? Alors, quantifier précisément non, parce que comme l'a dit Apolline, tout dépend des zones, aux points forts, le désentraînement, comment on était avant, etc. Ce contexte qu'il ne faut jamais oublier, que pour ça que le 10%, c'est pas une règle, mais une recommandation, un guide, et puis qu'il faut voir d'où on part. Et puis, je pense qu'il faut qu'on recommence gentiment avec du seuil, mais pas enchaîner ces séries de seuils où on faisait ces pyramides et tout, mais commencer peut-être par 500-600 mètres de seuil, et puis après, gentiment, rallonger ça. Je partirai pas directement sur de la VMA pure ou du 110-115% de VMA, mais plutôt des séances courtes. Faire attention à l'échauffement avant ces séries, parce que le corps n'a plus l'habitude. C'est pour ça que je pense les premières semaines, les premières séances, c'est vraiment un peu des séances en guillemets feeling, sans vraiment se regarder sa montre et puis dire je suis trop vite, je suis trop lent, etc. Mais plutôt dire ok, je fais des accélérations au feeling, je regarde comment le corps y réagit, parce que c'est sûr que plus avoir fait de vitesse et puis de reprendre direct comme ça, on va avoir vite des blessures musculaires qui vont arriver. Donc ce serait plutôt prendre gentiment faire un peu des accélérations au feeling. Alors moi j'ai une question quand même, ça va être un peu la question qui tue. Avant confinement, on avait un seuil à un certain niveau, des entraînements ou pas. Enfin, on va plutôt prendre un athlète qui est désentraîné plutôt que le groupe de ceux qui ont maintenu leurs habitudes. Donc comment est-ce qu'on va déterminer son seuil alors que nos habitudes d'entraînement sont complètement différentes de ce qu'on avait avant? Alors c'est sûr qu'il y aurait une régression. C'est pour ça que nous, on ne conseille pas de directement remettre ces zones d'entraînement post-confinement. Allez, on fait une semaine et bim, on essaie de recalculer ou de refaire par exemple un test d'effort pour savoir ces zones. Ce n'est pas le but du tout, parce que on sait que quand il y a une période de désentraînement, la reprise, au début, il y a une grande amélioration, heureusement. On va vite retrouver quand même
nos performances, on ne va pas arriver directement à notre top niveau, mais les progrès vont vite se faire. Si on recommence gentiment, progressivement de l'intensité à retrouver un peu cette routine, les progrès vont vite se faire. Donc ce serait pas logique d'entrer, de recalculer tous ces seuils, etc. Parce que justement, de semaine en semaine, ils vont vite augmenter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un peu... on ne peut pas trop chiffrer comment on va directement sortir de ce confinement, mais plutôt un peu au feeling et reprendre gentiment ses habitudes. Et puis à ce moment-là, dès qu'on revient un peu sur une routine, je pense bien qu'il faut un mois de reprise, se dire ok, maintenant où j'en suis, et puis oui, maintenant je peux recalculer, redéfinir mes seuils, mes zones, parce que là j'ai repris pendant bien 4-5 semaines un entraînement avec l'intensité, avec quelque chose qui ressemblait à ce que je faisais avant le confinement, bien évidemment en diminuant le volume, parce que ça, comme on a dit, il faut qu'il y ait une progressivité. Est-ce que l'entraînement croisé dans ce genre de cas, alors là il va être un petit peu forcé, hein, par exemple, prenons l'exemple d'un cycliste qui n'a pas de home trainer, pas de matériel chez lui, mais qui peut quand même sortir en faisant de la course à pied. Est-ce que de faire de l'intensité à pied permet de reprendre plus vite l'intensité à vélo ou de retrouver une progression plus rapide ensuite, et l'inverse aussi? Est-ce que si je fais de l'intensité sur mon home trainer mais que je sors pas courir, est-ce que je peux m'attendre à ce que mes performances reviennent plus vite en course à pied, ou alors est-ce que vraiment c'est pas des vases communicants et que c'est pas aussi facile? On a dit pas d'intensité, Greg, pas d'intensité. Ouais, ben moi j'en fais. Non mais enfin voilà, après une fois qu'on nous dit dans 3 semaines peut-être on verra le bout du tunnel, maintenant on commence, les politiques en Suisse commencent avec frilosité certes, mais à dire ouais je pense qu'on peut envisager dans une unité de semaines et pas de mois pouvoir ressortir alors, ça sera un retour progressif à la normale, mais sachant que on va vers le meilleur, est-ce que je peux reprendre tranquillement mon intensité sur un des deux sports en espérant que ça va améliorer la performance sur le deuxième? Alors oui, c'est sûr que je dis toujours, on a le même moteur. On n'a pas un moteur vélo, un moteur course à pied, un moteur natation, un moteur je ne sais quoi. On a le même cœur, on a le même moteur. Donc c'est sûr que l'intensité qu'on fait en vélo, elle sera aussi bénéfique pour la course à pied, vice-versa, etc. Oui, il y a des vases communicants. Après, c'est sûr que quelqu'un qui roule, qui fait que de rouler, qui court jamais, qui décide de se mettre à la course à pied, déjà, il faut qu'il aille progressivement parce qu'il y a tous ces problèmes de blessures. Et puis, je suis pas sûre qu'un cycliste, après 1-2 semaines de course à pied, il puisse commencer à lancer de la VMA à fond en course à pied comme ce qu'il faisait en vélo, parce que le pattern n'est pas le même de tourner les jambes ou de courir. Donc voilà, il faut faire attention. Est-ce qu'il courait déjà un petit peu avant, il courait pas du tout? Je dirais dans l'autre sens, c'est un peu moins problématique de commencer à faire de l'intensité sur son home trainer alors qu'on faisait surtout en course à pied. Mais c'est surtout ce problème pour les cyclistes qui commencent à courir, tout ce qui est les chocs en termes d'articulation est différente qu'en vélo, donc ça il faut vraiment faire attention. Mais c'est sûr que si on a continué à faire de l'intensité en course à pied, ce sera bénéfique pour le vélo, ça, de toute manière. C'est bien parce que moi je suis complètement à l'opposé en ce moment. Je courais beaucoup et j'avais à peine sorti le vélo, et maintenant je ne fais que de rouler. Donc le confinement aura au moins fait du bon, c'est que j'ai repris des bornes. Ouais, alors ceux qui suivent Hermano sur les réseaux sociaux le voient tous les jours. Il nous envoie une petite photo, une petite vidéo en train de transpirer sur son home trainer. Donc effectivement, là, il est pas en train de raconter des bêtises, je témoigne, il est quasiment tous les jours en train de faire des kilomètres. Alors, il avance pas sur sa terrasse. Non, ça bouge pas, c'est hallucinant. Des heures et des heures, il a pas bougé d'1 centimètre, mais il persévère, c'est bien. Moi, je voulais passer en fait à la thématique suivante de cet épisode, c'est que maintenant on a repris donc notre activité, on est
au milieu de l'été, il commence à faire beau, on commence à se ressentir un petit peu en forme. Et à partir de quel moment, parce que on va le dire, dans les labos de VO2 Sport, moi quand je suis venu, j'ai pratiqué plusieurs tests d'effort, que ce soit sur le vélo ou sur le tapis de course. Et puis ça me permet, au fur et à mesure de l'évolution de ma préparation, d'en savoir un petit peu plus précisément où j'en suis, puis comment je dois poursuivre ma préparation pour devenir meilleur, ou en tout cas essayer de le devenir. Donc à partir de quel moment après la reprise du sport en mode entre guillemets normal, est-ce que ça devient pertinent de venir faire un test d'effort, par exemple chez vous, pour pouvoir ensuite essayer d'optimiser cet entraînement pour aller vers ces objectifs de deuxième partie de saison, on espère qu'ils seront toujours possibles. Attends, juste avant de répondre, on a peut-être été un peu vite parce que tu l'as un petit peu annoncé, Elisa. J'aurais voulu avoir une petite précision sur la durée à peu près de la reprise. Alors évidemment, ça va dépendre du type d'athlète qu'on a été, ça va dépendre de la durée du déconfinement, mais est-ce qu'on peut envisager reprendre progressivement une activité à peu près équivalente à ce qu'on avait avant en termes de semaines, en termes de mois? À votre avis, combien de temps il faut observer à peu près? Comme tu dis, ça dépend encore une fois de où on part, etc. Mais pour vraiment avoir une activité normale, une reprise d'activité normale, je pense qu'il faut compter, en tout cas si on n'a vraiment rien fait pendant le confinement, etc., bien un mois et demi. C'est en tout cas le minimum pour retrouver vraiment un niveau qui soit proche de celui qu'on avait avant. Même en mois et demi, je pense que c'est un peu court. Il faut compter 2 mois si on n'a vraiment rien fait du tout et puis qu'on respecte tous ces principes de progressivité, de reprise du sport après une pause aussi importante. Après, clairement, si on a été actif et puis si on a justement fait de l'endurance, de l'intensité, que ce soit home trainer, que sur le vélo, et qu'on commence après en course à pied, etc., à l'extérieur, ça va peut-être se passer un peu plus rapidement. Et puis, du coup, là, on peut répondre à la question alors de Greg par rapport au test d'effort. Ça dépendra aussi de où on part, clairement, mais ça n'a pas de sens de faire un test d'effort directement à la fin du confinement si on n'a fait aucune intensité. On ne sera pas limité on va être clairement limité par la vitesse, alors que peut-être au niveau des jambes ou des capacités pulmonaires, ça ira, mais on n'aura pas fait de vitesse et du coup, on sera vraiment clairement limité et puis on n'arrivera pas à monter dans les zones rouges, en fait, les zones VO2 max, VMA, etc., où on devrait réussir à monter avec un niveau habituel. Donc clairement, ça n'a pas de sens de faire un test d'effort en sortant directement du confinement, à part pour la catégorie de personnes, on va dire numéro 3, donc celles qui ont continué de rouler et courir en extérieur avec de l'endurance et de l'intensité. Pour ces personnes, c'est une préparation, une planification qui continue, entre guillemets, peut-être à revoir, comme Elisa disait, par rapport aux courses, mais elles peuvent très bien venir faire un test d'effort à, je sais pas, 1-2 semaines post-confinement. Par contre, pour les personnes qui doivent reprendre de l'intensité quasiment dès le début, on va dire, dans le sens qu'on a beaucoup perdu, on aura beaucoup perdu, clairement, il va falloir attendre bien 1 mois, 2 mois, voire un peu plus selon le niveau de base, le niveau de départ. Mais ouais, encore une fois, ça sert à rien de se précipiter, en tout cas, malheureusement chez nous, j'ai envie de dire. Pour nous, c'est pas forcément positif non plus de venir faire un test d'effort, en tout cas pour ces personnes. Après, par contre, c'est intéressant de faire paradoxalement assez rapidement le test d'effort, une fois qu'on a repris justement de l'intensité, pour justement voir où on en est actuellement, voir comment les zones actuelles elles sont, comment elles ont bougé, et puis pour commencer à se réentraîner de façon la plus adéquate possible, le plus rapidement possible. Ouais, effectivement, pas non plus persévérer pendant des mois et des mois sur des entraînements qui nous conviennent pas, parce que tout d'un coup on pourrait se dire maintenant j'ai perdu 2 mois dans le confinement, je vais faire plein d'intensité, alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas non plus la solution pour devenir plus performant que de faire que de l'intensité. Donc faire un bilan assez rapidement, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Après, c'est sûr que si on a des objectifs en fin de saison, moi j'espère encore que les compétitions qui auront lieu en septembre, octobre pourront avoir lieu. Mais on verra. L'avenir nous le dira. C'est un petit peu aussi la situation qui dicte son rythme, et nous on l'a subi. Mais si en septembre, octobre, on peut envisager les compétitions qu'on a au calendrier,
on va essayer de trouver le juste milieu entre pas faire le test d'effort trop vite après le déconfinement, mais pas non plus le faire trop tard, puis trop rapidement avant l'échéance, du coup, parce qu'on n'aura plus grand-chose à ajuster, enfin plus assez de temps pour ajuster. Donc, ce sera peut-être aussi un juste milieu à trouver à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. C'est clair que, comme tu as dit, il ne faut pas le faire trop tôt et puis ni trop tard non plus, parce qu'après, il faut garder du temps pour justement s'entraîner dans les bonnes zones et puis progresser de la façon la plus juste possible pour arriver aux courses que on aimerait réussir à faire du coup cet automne, ça c'est sûr. Exact. Finalement, les réponses d'Apolline et d'Elisa militent aussi, je pense, pour l'annulation des courses, même celles qui sont prévues en juillet et août, parce que si on regarde la population des sportifs qui sont censés s'aligner sur les grosses courses, en théorie, ils respectent le confinement et donc ils sont plutôt dans les catégories 1 et 2, ils font plutôt de l'entraînement chez eux, pas trop à forte intensité, et donc potentiellement il n'y aura pas de stars sur ces grosses courses, et même d'un point de vue santé publique, ça risque d'être dangereux, je pense, de réouvrir les courses dès la fin du confinement, avec des gens qui vont s'aligner sur des semi-Ironman, des Ironman, et qui vont à coup sûr aller se blesser. Ça, on en parlait, tu vois, lors de notre dernier épisode avec mes coéquipiers du club de Lutry. On se prépare pour l'Ironman qui est en juillet, mais même si d'un point de vue sanitaire, le 12 juillet, on pouvait organiser un Ironman, moi, si je suis organisateur, je me dis la quasi-totalité des athlètes qui seront au départ, ils n'auront pas nagé suffisamment dans les semaines ou les mois qui ont précédé. Ils n'auront pas eu la possibilité de faire des sorties longues à vélo, en tout cas pour la plupart. Donc, c'est quasiment les envoyer au casse-pipe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Apolline et Lisa, mais moi, je serais organisateur. J'aurais peur que les gens ils fassent des crampes dans l'eau, qu'ils se noient, qu'ils sortent de l'eau dans des états épouvantables, puis qu'ils se cassent la figure à vélo. Enfin, c'est aussi un danger pour un organisateur de course, hein. Ouais, alors clairement, je pense que d'un point de vue vraiment santé et risque qu'il peut y avoir, aussi tout ce qui est infarctus, etc., il peut vraiment y avoir des grands risques pour toutes ces compétitions qui sont assez proches, entre guillemets, en juin, juillet, août, parce qu'il y aura différentes catégories de personnes. Il y aura celles, encore une fois, qui sont entraînées et puis qu'il n'y a pas de souci trop pour elles, à part éventuellement en natation, effectivement. Et les personnes qui ont alors diminué beaucoup leur entraînement, leur intensité, etc., et qui recommencent directement par une compétition parce que elles avaient le niveau de la faire, ou elles auraient pu avoir le niveau de la faire avant. Et toutes ces personnes ne vont pas forcément se remettre en question, et clairement il pourrait y avoir pas mal de dangers, de problèmes cardiovasculaires ou autres, ou alors comme tu as dit, des crampes et puis des problèmes au niveau de la partie natation. Donc là, on peut que appeler les auditeurs qui sont inscrits à des courses qui pourraient se maintenir juste à la fin du déconfinement, mais pour lesquels ils ne se sentent pas prêts, d'utiliser un petit peu la raison, quoi, de ne pas forcément prendre le départ, ou en tout cas, clairement, comme on l'a dit plus tôt dans cet épisode, de revoir les objectifs très clairement à la baisse et de ne pas vouloir taper dedans si ça fait que quelques semaines qu'on a pu reprendre l'entraînement normal. Oui, je pense que très clairement, ça peut être vraiment dangereux, donc de reconsidérer un peu la chose, les objectifs, de faire, c'est plutôt un appel à la prudence pour la reprise au niveau de l'activité physique. Ça peut être anodin, tout le monde va se dire, ok, je recommence justement de la façon la plus vite, la plus fort, etc. Et puis au final, ça peut amener pas mal de catastrophes. Donc c'est plutôt un appel à la prudence et puis au bon sens de chacun et de chacune, de voir selon ses capacités, selon ce qui a été fait pendant le confinement, de voir si on est apte, si on a le niveau, si on est capable de faire telle ou telle course. Même si on l'a payé aussi financièrement, etc., des fois c'est des courses qui coûtent cher. Donc ça peut être un problème, mais de peut-être considérer la chose, que c'est pas forcément la chose la plus importante pour cette année 2020, et puis mieux vaut peut-être continuer de bien vivre et ne pas se mettre en danger de façon entre guillemets inutile, alors qu'on a entre guillemets survécu au coronavirus. Ouais, c'est ça. Si on a réussi à maintenir la santé jusque-là, le but c'est pas forcément d'aller la fracasser sur un Ironman ou sur une course d'endurance pour laquelle on n'est pas prêt. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas parlé non plus, mais il existe des moyens de contrôle en fait de sa charge d'entraînement qui pourraient être utiles, où les gens pourraient faire en
contrôle en fait, que ce soit avec un journal d'entraînement ou des méthodes qui existent en se basant sur la charge, l'intensité, un peu le ressenti. Donc il y a pas mal de méthodes. Si on va chercher un peu sur internet des choses assez faciles à faire, la méthode TRIMP ou celle de Foster ou encore celle encore une fois de Tim Gabbett qui est assez intéressante avec un ratio où on va comparer vraiment en gros la somme en fait de la semaine actuelle où chaque fois on met ok, je suis allé courir, je mets mon RPE, donc mon ressenti de l'effort sur une échelle subjective, on va dire de 1 à 10 ou de 6 à 20, ça dépend de l'échelle. Donc comment j'ai ressenti l'effort, on va dire 0 à 10, 0 c'est un effort nul et 10 c'est un effort maximum, qu'on va multiplier par la durée de l'exercice en minutes. Ça va nous obtenir en chiffres. Et puis, en fait, on va comparer la charge de la semaine actuelle par rapport à la charge récente, donc par rapport aux charges des 4 semaines précédentes. La charge, on va dire, la charge chronique plutôt. Et après, on va obtenir en ratio, et il y a pas mal de documentation là-dedans qui permettent de voir que si on obtient un ratio qui est entre 0,8 et 1,3, c'est une zone dans laquelle c'est assez propice pour développer justement la performance et pour éviter les blessures. Et à partir du moment où on est en dessous de 0,8, donc on n'a pas assez d'entraînement, ou au-delà de 1,3, on a trop d'entraînement, trop d'intensité, etc. Donc ça prend en compte évidemment la charge, le volume, mais aussi l'intensité. On est plus sujet à avoir des blessures. Donc c'est des outils qui sont assez faciles à utiliser, où on peut clairement aussi créer sa grille Excel avec des calculs qui se font de façon on va dire automatique une fois qu'on a mis les bonnes formules, et de vérifier si on est plutôt dans une période verte, donc idéale, ou une période rouge où on est plutôt trop sujet à avoir des blessures, et voir encore une fois avoir un suivi de sa charge d'entraînement pour voir dans quelle zone, dans quelle situation on se trouve. Et si on voit qu'on n'arrive pas à être de la zone verte et qu'on cumule trop de zones rouges, peut-être reconsidérer un peu les objectifs, et puis de changer un peu les compétitions qu'on devrait faire, et éventuellement les entraînements actuels qui sont trop chargés, trop intenses. Donc on va essayer dans les notes de cette émission de mettre des liens vers ces informations-là. Idéalement, je vais essayer de trouver un tableau Excel préconfiguré pour que les auditeurs puissent l'utiliser tel quel, mais ça effectivement c'est un bon indicateur. Et puis comme on s'adresse aussi à certains sportifs assez connectés, on sait qu'on a ces courbes qui sont générées automatiquement. Alors on a parlé, je sais, Hermano, il va revenir vers moi en disant est-ce que les algorithmes des montres sont fiables, et puis il va hurler au scandale. Mais si on a une montre Garmin, on a la courbe de charge d'entraînement, de training load qui est disponible dans Garmin Connect. Si on utilise une Suunto, on a la courbe Epoch qui donne, j'imagine, ces mêmes informations que ce dont tu viens de parler, ou en tout cas des informations qui sont similaires, et puis qui permettent de surveiller un petit peu de semaine en semaine la charge qu'on s'inflige, et puis de suivre un peu sa progressivité aussi. Oui, après le seul truc qui est différent, c'est qu'il n'y a pas le RPE, donc le ressenti de l'effort, qui est pris en charge dans ces algorithmes qui sont déjà tout faits sur Suunto, Garmin. C'est quand même un paramètre qui est assez important. Je pense qu'il ne faudrait pas négliger aussi le ressenti des athlètes, la fatigue et tout ça. Exact. Les algorithmes, c'est pas bien. Bon, hormis les algorithmes, Hermano, est-ce que après cette discussion, tu te sens plus à l'aise de reprendre ta pratique sportive au moment où le confinement sera levé dans ta petite province de Luxembourg ? Oui, mais alors surtout qu'on l'a déjà dit, au Luxembourg, c'est comme en Suisse, on est confiné, mais au niveau sportif, on peut quand même sortir si on le souhaite. Après, certains ont fait le choix de rester à la maison, montrer le bon exemple. Moi, je me sens vachement confiant pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai l'impression de faire plus de sport qu'avant. Donc, mon niveau d'entraînement, surtout d'endurance, pour l'instant, il a augmenté. Pas mon niveau d'intensité, mais le niveau d'endurance. En tout cas, toutes les informations qu'on a eues sont super intéressantes, et j'espère qu'elles vont pouvoir aider les auditrices et les auditeurs. Elisa, tu voulais réagir peut-être ? Oui, je voulais juste réagir sur le fait que cette période de confinement, elle a aussi permis que certaines personnes se remettent au sport, parce qu'il restait un peu plus que ça. Et ça, j'aimerais juste mettre en garde, parce que peut-être que progressivement, on a commencé à recourir ou à refaire du sport.
Le travail va recommencer. Souvent, pourquoi on ne fait pas de sport, c'est qu'on n'a pas de temps. Donc, on n'aura plus de temps d'en refaire. Et puis, justement, il faut que chacun fasse attention à ne pas se dire, bon, ben, pendant un mois, j'ai repris le travail sur le lieu du travail et puis j'ai moins eu le temps de courir. Mais j'ai quand même aimé puis de se repartir 3 semaines après à se dire, je faisais 1h30 pendant le confinement, maintenant je repars à courir 1h30 parce qu'il y a eu 3 semaines où on a retravaillé et on n'a plus fait de sport. Donc je pense que le confinement a permis à certaines personnes de reprendre une activité physique, ce que je trouve très bien, mais faire attention parce que quand on sera en post-confinement, le temps, on en aura moins, on courra moins, on fera moins de sport. Et puis de ne pas se croire un super-héros. Et puis tout d'un coup, un week-end se dira, mais pendant le confinement, je roulais beaucoup. Là, je repars faire des kills parce que le risque de blessure, il sera là. Et puis on aura pendant 3 semaines, on se sera fatigué, à retourner au travail, à retrouver une vie plus ou moins normale. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais, évidemment, hein. Si on a donné des conseils spécifiques aujourd'hui pour la sortie du confinement, ces conseils sont valables à l'identique pour les personnes qui s'arrêtent de faire du sport pendant un certain temps, même si c'est pour une autre raison. Oui, alors c'est tout à fait ça, quoi. Juste mettre en garde que le confinement, il a eu des aspects positifs dans le sens où on s'est remis au sport, mais faire attention avec la suite après le confinement, de ne pas trop vouloir en faire quand même. Mine de rien, Greg, le fil rouge de tous nos épisodes depuis 2 saisons, et on est déjà au 9e épisode de la saison 2, c'est quand même le bon sens, je trouve. C'est-à-dire réfléchir un petit peu sur le sujet qui nous intéresse dans le cas où on se pose une question au niveau sportif, que ce soit pour l'intensité, que ce soit pour une reprise d'une activité après confinement ou après un non-stop, que ce soit pour une alimentation, c'est vraiment toujours guidé par le bon sens, non ? Bah oui, c'est du bon sens, mais c'est du bon sens qui est basé sur des choses qui sont exactes, qui sont fiables, qui sont des avis de gens qui savent les choses. C'est aussi pour ça qu'on a lancé le podcast, pour pouvoir s'appuyer sur des experts. Et ce soir, on avait la chance d'avoir Apolline et Lisa qui nous parlaient de cette reprise sportive, parce qu'elles, c'est ce qu'elles vivent au quotidien dans leur labo du sport, où elles voient des sportifs défiler, alors en temps normal, à longueur de journée sur les tapis de course, sur les ergomètres pour faire des tests d'effort. Donc effectivement, je pense que leurs conseils sont à suivre presque religieusement au moment où on va sortir du sport, mais toujours en gardant, comme tu le dis, le bon sens. Et puis, avec ces 2 paramètres, on va revenir... alors, il faudra du temps, on l'a dit dans cet épisode, mais on va revenir plus fort à la fin de cet épisode coronavirus qu'avant. Effectivement. Et d'ailleurs, Apolline, Elisa, on l'a dit, vous avez monté VO2 Sport. Si on veut bénéficier de vos conseils d'experts, si on veut en savoir plus, si on veut faire des tests, alors on l'a dit, pas tout de suite post-confinement, il faut observer une petite période d'abord de remise en forme, de reprise d'activité. Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre, pour vous contacter, et où est-ce qu'on vient vous voir ? Alors nous, si tu as Yverdon-les-Bains, donc on est en Suisse. L'entreprise, c'est VO2 Sport SARL qu'on a monté maintenant il y a 4 ans, sauf erreur. Donc après nos études en sciences du sport à l'université, on est donc toutes les 2 titulaires dans bachelor et dans master en sciences du sport. Et puis pour la prise de rendez-vous, on peut faire soit via le site internet où il y a toutes les données, donc c'est vo2sport.ch, ou le mail c'est info@vo2sport.ch. Voilà, donc après nous on est disponible clairement pour tout ce qui est les tests d'effort, pour les plans d'entraînement, donc pour aider les gens à planifier leur saison ou à replanifier justement ce qui reste de la saison, pour justement dire qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique, à quelle intensité, quelle fréquence, etc. Donc pour aider les personnes à atteindre leur objectif. Donc planification d'entraînement, tout ce qui est également coaching privé, mais également retour au sport pour les personnes qui ne sont pas forcément très sportives et qui veulent recommencer une activité physique en douceur, donc aussi la perte de poids, vraiment la remise en forme. Donc on n'est clairement pas que pour des sportifs élites, donc vraiment la plupart des gens c'est clairement des personnes populaires, et on a aussi toute une partie de sportifs et sportives ou personnes qui désirent refaire une activité physique. Donc voilà pour les infos de VO2 Sport.
Une petite info complémentaire peut-être, vous dites que vous intervenez aussi bien pour faire passer des tests d'effort que dans l'accompagnement d'une planification de saison ou dans un accompagnement, dans un coaching sportif. Est-ce que vous accompagnez aussi si on n'a pas fait le test d'effort chez vous, ou déjà est-ce que vous recommandez très vivement de faire un test d'effort avant d'être accompagné ? Oui, alors c'est pas du tout une obligation de faire le test d'effort chez nous pour être suivi sur un plan d'entraînement de notre part. Après, clairement, pour nous, c'est plus facile parce qu'on voit les zones des personnes, on voit les faiblesses, les forces, qu'est-ce qu'il faut développer, de où la personne part, quel est son niveau actuel, et puis les points forts, les points faibles, parce qu'après, elle va nous dire qu'on peut regarder ces données sur Garmin Connect, sur Strava, sur Polar ou n'importe quoi et voir ses entraînements, mais ça ne va rien nous dire, entre guillemets. Donc, il y aura des estimations, encore une fois, les algorithmes donnés par les montres, etc., mais qui ne sont pas forcément très fiables. Du coup, nous, on préconise vraiment de faire un test d'effort pour avoir les zones d'entraînement les plus précises possibles qui nous permettront de voir comment on a l'habitude de s'entraîner, si on s'entraîne grossièrement juste ou faux, quelles sont les valeurs de seuil, de VMA, de VO2 max, qu'est-ce que ça veut dire aussi. Donc on prend bien une demi-heure à la fin du test pour bien expliquer ces données, ce jargon sportif qu'on a l'habitude d'entendre, mais on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence. Donc, voilà, c'est vraiment le but du test d'effort. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation de faire le test pour être suivi chez nous. Donc on a des personnes qui ont fait des tests ailleurs aussi, qui ne veulent pas forcément réinvestir de l'argent dans un nouveau test et qui demandent si elles peuvent garder leur ancien test et si on peut se baser là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci, sachant qu'après, le test il date de 2 ans ou 3 ans et qu'il n'est pas forcément d'actualité. Mais on ne va pas obliger les personnes à vouloir faire à tout prix un nouveau test. Alors, je peux témoigner de l'analyse post-test. Donc, c'est super intéressant d'aller faire un test, alors entre autres chez VO2 Sport, parce que c'est là que j'ai réalisé mes tests d'effort par le passé, mais on parle souvent, je vais faire un test de VO2 max, alors que c'est un tout petit peu réducteur de dire ça, parce que dans ce test, effectivement, la mesure de VO2 max, elle fait partie du test, mais à la fin, quand on analyse les données, on parle pas que de cette VO2 max, parce que finalement, cette valeur en absolu, elle sert pas à grand chose, mais c'est toutes les autres données que vous allez analyser qui sont intéressantes. C'est de savoir où commence le seuil ventilatoire 1, où commence le seuil ventilatoire 2, et puis comment est-ce qu'on peut bouger ces seuils pour être plus performant, plus endurant, plus rapide. Enfin bref, c'est vraiment toute cette analyse-là qui est intéressante. Et donc, il ne faut pas réduire le test d'effort à juste la valeur VO2 en se disant, de toute façon, la VO2, elle est estimée par ma montre, j'ai le chiffre, ça ne me sert à rien d'aller faire un test. Non, il y a vraiment beaucoup plus de données qui ressortent d'un test d'effort que de simplement le petit chiffre qui s'affiche sur sa montre. Je crois que c'était une conclusion parfaite pour cet épisode, Greg. Eh bien, je te remercie, Hermano. Encore une fois, moi j'ai vraiment apprécié cet échange riche en informations. Ça devrait nous donner à toutes et à tous beaucoup d'énergie et beaucoup d'informations pratiques pour pouvoir reprendre de manière cohérente et sérieuse nos entraînements une fois qu'on sera sorti du confinement et peut-être s'aligner sur de nouvelles courses encore en cette fin d'année 2020 ou en tout début de saison 2021. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à moins que nos intervenantes ou Greg, tu aies quelque chose de plus à ajouter. Écoute, non, moi je crois que c'était limpide cet épisode. Et puis maintenant, comme je le faisais remarquer avant, on a toutes les cartes en main pour reprendre correctement notre pratique sportive au moment où les portes vont se rouvrir. Ok, eh bien, mesdames, merci beaucoup à Pauline, merci beaucoup Elisa. Greg, je te remercie aussi pour cet épisode et puis je te dis à la semaine prochaine et à très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Merci, à bientôt. Merci bien. Ciao. Merci.